Bon ben voilà, j'ai lancé une chronique sur YouTube. Seulement maintenant, de quel manga je pourrais bien parler? Parce que des mangas terminés, il y en a des tonnes quand même. Lequel pourrait bien... Oh putain, Mina, mon détresse a besoin de moi. Gros Adventure Rave, plus connu sous le titre de Rave Master, est la première longue série de Hiro Mashima, bien avant cette allégorie du fanservice qu'est Fairy Tail. Comme cette dernière, elle a été publiée dans le Weekly Shonen Magazine entre novembre 1999 et septembre 2005, date à laquelle elle atteint son 35e tome, et dispose également d'un animé de 52 épisodes couvrant les 12 premiers volumes. L'histoire tourne autour de Haru Glory, un jeune garçon de 16 ans qui un jour se découvre capable d'utiliser les pouvoirs de Rave, une pierre magique qui lui permet de transformer cette gigantesque épée de 10 façons différentes, et c'est pour ça qu'elle porte le nom très original de Ten Commandments. Après que son île natale ait été attaquée par une organisation criminelle du nom de Demon Card, Haru décide de partir en voyage afin de retrouver les parties manquantes de Rave afin de détruire l'organisation. En chemin, il rencontre Ellie, une jeune fille amnésique à la chance hors du commun et à la gâchette facile, Musica, le chef d'une bande de voleurs et dragueurs invétérés, ainsi que ses deux bestioles, Plou, le porteur de Rave, et Griffon Kato, une méduse dont l'apparente seule utilité est qu'il est bon cartographe. Alors je tiens à clarifier quelque chose tout de suite. Plou n'est pas un personnage de Fairy Tail. Le premier qui ose dire ça devant moi, je le fous au bûcher pour hérésie. Parce que ça, ok? Ça, c'est bon pour l'autodafé. Bref, je sais ce que vous allez me dire. Ok, il a une épée magique et il veut se venger. Et c'est tout? Eh bien non, car en plus de cette vengeance, Haru a une raison morale d'affronter Demon Card, étant donné que cette organisation utilise elle aussi les pierres magiques, à ceci près que celles-ci sont maléfiques. Il n'y a qu'à voir leur nom, Darkbring, que j'aurais traduit par apport de ténèbres, pour s'en rendre compte. Et là où Haru intervient, c'est que Rave est la seule arme capable de détruire les Darkbring. Alors évidemment, comme tout héros rempli de justice, il se fait un devoir de sauver le monde. Si on regarde bien, on voit que Rave Master a beaucoup de points communs avec un RPG. Le but est annoncé dès les 3 chapitres d'introduction, et à l'instar du didacticiel d'un RPG, Haru y obtient ses pouvoirs de base et commence sa quête juste après. Ensuite, il y a les compagnons qui arrivent les uns après les autres et qui tour à tour apportent quelque chose au groupe, que ce soit une puissance de combat, un soutien financier, ou encore des informations qui permettent de faire avancer la quête. Et bien sûr, on a le cliché de l'organisation maléfique dont les membres sont 50 000 fois plus nombreux que les protagonistes, mais dont la plupart ne valent pas un clou, à l'exception des hauts gradés. Voilà pour la présentation, maintenant on passe à l'analyse. Tout d'abord, et contrairement à Medaka Box, on a la même intrigue du début à la fin qui d'ailleurs est sans surprise. On a le projet de sauver le monde, et on termine avec quoi? Le sauvetage du monde. Allez pas me faire croire que ça c'était un spoil. Ensuite, comme la plupart des œuvres du thème fantasy, Rêve contient une série de mystères destinés à nous garder en haleine. Mais là où il se détache du groupe, c'est quand on remarque que tous les mystères sont révélés à un moment ou à un autre au cours de l'histoire. Alors bien sûr, certaines vérités sont moins surprenantes que d'autres, mais on s'en fout. L'important c'est qu'elles soient révélées. Je veux dire, dans Naruto. Rien qu'en voyant le visage de pierre du 4ème Hokage et celui de Naruto, on s'attend à ce que les deux soient père et fils. Et pour ceux qui sont un peu loin à la détente, Jiraiya lui-même dit au bout d'un moment qu'ils se ressemblent. Mais honnêtement, vous ne seriez pas resté sur votre faim si le manga s'était terminé sans confirmer ce détail? Bref, dans Rave, toutes les scènes du genre où ai-je déjà entendu ce nom, etc. sont non seulement expliquées, mais en plus le sont de manière à faire avancer l'histoire, ce qui devrait toujours être le cas. Troisième point positif, le background en béton armé de la majorité des personnages. Celui des protagonistes, ça va de soi, mais même certains des antagonistes ont leur histoire personnelle. C'est bien simple, sur les 19 antagonistes les plus importants de l'histoire, seulement 7 n'ont pas de background. Alors si ça c'est pas de la profondeur... On poursuit avec le nombre de chapitres inutiles qui atteint le score presque parfait de 2 sur 296, les coupables étant les chapitres 143 et 144. Alors autant le 144 c'est une combinaison d'extravagance, autant j'ai vraiment l'impression que le 143 a été écrit sous l'influence de substances non recommandées par l'OMS. Je vous explique rapidement, ce chapitre est une mise en abîme où les héros rencontrent une autoparodie de Hiro Mashima qui écrit un manga du nom de Rave aussi, mais dont les personnages sont des versions complètement pourraves de Haru et compagnie. Franchement Mashima Sensei, c'est quoi ce truc ridicule? On dirait une parodie prémonitoire du film Inception. Eh mais attends une minute. Inception ça se passe dans les rêves? Et le manga s'appelle Rave? Oh mais oui! Oh mais c'est... C'était Monsieur Jeu de mots.
Pardon, désolé pour ça. Je disais donc, à part ces deux chapitres, tous sans exception font avancer l'histoire et il y a un dosage parfait entre les chapitres d'action et les chapitres de transition. Enfin, le manga est réaliste. J'entends par là que c'est pas parce que les personnages sont gentils qu'ils sont forcément immortels. Certains meurent alors qu'ils font partie des personnages les plus importants. Vu que tous les gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas forcément Rave, je ne peux pas vous donner de nom évidemment, mais je pourrais très bien vous citer 4 personnages dont la mort a autant d'impact que celle d'Ace et de Barbe Blanche dans One Piece. Vous voyez où je veux en venir? Cependant, je le dis et je vais le redire, aucun manga n'est parfait, alors il est évident que Rave Master a ses défauts, donc les voilà. On commence avec l'énorme incohérence concernant l'identité du troisième Rave Master. Il est évoqué à la fin du chapitre 129, après que Haru ait failli se faire tuer par l'antagoniste principal de l'arc en cours. N'étant pas sûr de survivre à ses blessures et devant encore réaffronter les antagonistes, Haru décide de révéler le nom de son successeur à un de ses camarades, en l'occurrence ce pingouin nommé Ruby, et lui fait promettre de garder ce nom secret à moins que Haru ne meure. Et là, je m'interroge sur le fait que Haru connaisse le nom de son propre successeur, alors que Shiba, le premier Rave Master, ne connaissait même pas le nom de Haru avant de le rencontrer. D'une part, Shiba est aussi étonné que Haru de voir que celui-ci peut utiliser Rave au début de l'histoire, ce qui prouve bien qu'il ne s'attendait pas à avoir un successeur. D'autre part, Rave est censé n'avoir qu'un seul maître par génération. Donc le troisième Rave Master est au mieux un bébé au moment de l'histoire, au pire il n'est pas encore né. Et n'allez pas me sortir que c'est Rave qui lui a donné le nom de son successeur, parce que sinon, pourquoi elle n'aurait pas donné le nom de Haru à Shiba? Ensuite, l'anime. Je peux accepter qu'il y ait des différences avec le manga. Tant que ça concerne des futilités, comme par exemple la rencontre entre Haru et Ellie qui n'a pas lieu exactement au même endroit, mais dans la même ville et au même moment dans l'histoire, c'est pas grave. Mais quel est le con qui s'est dit? Tiens, et si on racontait les 3 premiers chapitres sous forme de flashback et qu'on les foutait un peu partout et en vrac dans les 8 premiers épisodes? Mais c'est une trop bonne idée! Mais franchement, ils sont importants ces 3 chapitres. C'est quand même grâce à eux qu'on comprend comment Haru a obtenu Rave à la base. Alors si tu connais pas l'histoire, bonne chance pour comprendre ça sans regarder les 8 épisodes à la filée. Toujours dans l'anime, il y a des passages rajoutés qui foutent en l'air l'atmosphère. Regardez par exemple l'épisode 10. Dans cette scène, des mecs de Demon Card tiennent un enfant en otage pour une raison absolument pas valable et exigent que sa mère leur donne de l'argent pour le libérer. On a donc un cas flagrant de racket doublé d'enlèvement de mineurs. Bien évidemment, Haru qui assiste à la scène intervient pour sauver le gosse et on a la traditionnelle montée de tension qui accompagne ce genre de situation. Dans le manga, cette scène n'existe pas, mais c'est pas important. Au contraire, elle ajoute du piquant avant la vraie confrontation qui fait l'objet de l'arc en question. Mais si on rajoute ce genre de situation tendue, c'est pas pour casser l'ambiance 2 secondes plus tard. Alors mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter ce qui s'appelle un hors-sujet dramatique. Revenons aux erreurs du manga. Comme je l'ai dit plus tôt, les pouvoirs de Rave permettent à Haru de transformer son épée de 10 façons différentes. On a dans l'ordre Aizen Meteor, la forme de base. Explosion qui, comme son nom l'indique, provoque une explosion lorsqu'elle frappe quelque chose. Sylpharion, l'épée supersonique qui décuple la vitesse de Haru. Runesave, l'épée du saut qui peut trancher les choses intangibles et passer à travers la matière concrète. Blue Crimson, les épées jumelles affiliées au feu et à la glace. Melforce, l'épée du vide qui provoque des rafales de vent. Gravity Core, l'épée de la pesanteur qui est indestructible et très lourde. Million Sun, l'épée du soleil constituée de lumière pure. Sacrifar, l'épée démoniaque qui amplifie la force de Haru avec le risque qu'il perde la raison. Et enfin Revolt, l'épée sacrée qui repousse le mal. Le problème, c'est pas les formes de l'épée en elle-même, loin de là. Elles offrent à Haru de la polyvalence sans pour autant le rendre invincible. Le problème, c'est la fréquence à laquelle elles apparaissent au cours de l'histoire. Rêve comportant 296 chapitres, l'idéal serait une nouvelle forme tous les 29-30 chapitres à peu près. Et combien d'épées respectent cette répartition? Seulement 3 sur 10. Déjà, Aizen Meteor et Explosion apparaissent dans le même chapitre. Bon, ça, d'accord, à la limite, parce qu'il faut quand même que Haru ait un pouvoir spécial au début de l'histoire. Mais après, il n'y a que 12 chapitres d'écart entre Sylpharion et Runesave, puis 17 entre Runesave et Blue Crimson, et là, c'est la fête.
il y a 8 chapitres d'écart entre Blue Crimson et Melforce. Ça nous fait 4 épées en 36 chapitres. Alors bien sûr, ça se répercute sur la dernière forme, Revolt, qui arrive, attention, roulement de tambour, 104 chapitres après Sacrifar. Alors oui, je suis d'accord que la dernière forme, qui est aussi la plus puissante des 10, se fasse un peu attendre quand même, mais pas autant. Parce que là, je suis désolé, mais pendant plus d'un tiers du manga, Haru reste au même niveau. En conclusion, Rêve est un manga qui aurait pu être parfait s'il n'avait pas comporté 2 énormes fails et que l'anime n'avait pas été truffé de tue l'ambiance. Mais bon, malgré ça, il dispose d'une histoire très solide, de personnages attachants, et c'est sans doute pour ça qu'il atteint la 5e place dans le classement de mes mangas préférés. J'espère que ceux d'entre vous qui connaissez Rêve Master ont apprécié mon analyse, et pour ceux qui ne connaissent pas, voici 5 raisons pour lesquelles vous devriez y jeter un coup d'œil. Numéro 5, je trouve ce manga juste aussi épique que Le Seigneur des Anneaux. Numéro 4, il n'est pas ennuyeux une seule seconde, à l'exception, je vous le rappelle, des chapitres 143 et 144. Numéro 3, tous les personnages principaux sont badass au moins une fois dans l'histoire, même ceux qui ne payent pas de mine, du genre Nibel, Ruby et Belnica. Numéro 2, le cliché du personnage amnésique n'a jamais été aussi bien utilisé que dans ce manga. Numéro 1, Plou. Il est mignon, courageux, comique, c'est la mascotte parfaite. Quand je pense qu'il a été relégué au rang de personnage mineur dans Fairy Tail, oh putain, j'ai des envies de meurtre. Parce que franchement, entre les deux, lequel vous paraît le plus crédible en mascotte? Plou ou ce con de chat dont je citerai même pas le nom? Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez mes analyses, vous pouvez très bien vous abonner à ma chaîne pour attendre les prochaines ou pour regarder la précédente. Vous pouvez également me proposer des mangas à analyser, je vous rappelle que je ne le ferai que si leur publication japonaise est terminée. Et enfin, ne perdez pas votre temps à me chercher sur Facebook ou sur Twitter, je n'y suis pas. Sur ce, à la prochaine!